Nous sommes constitués un collectif pour la liberté, la démocratie et la solidarité avec la Catalogne à Montpellier. Et nous souhaitons justement essayer de faire comprendre aux gens pourquoi le mouvement catalan actuel, pourquoi les difficultés sur lesquelles il traverse, pourquoi on peut avoir des idées indépendantistes en plein siècle XXI, pourquoi, tous ces pourquoi, ou toutes ces choses qui sont, à notre avis, mal comprises en général par une France qui est assez jacobine au départ. Nous avons l'honneur, nous avons essayé donc d'organiser ce débat et nous sommes, je dois dire, comme ils disent les Anglais, overcrowded de tant de monde qu'il y a ici. Nous avons été reçus sans condition par les groupes que nous avons contactés, qui sont les 3 groupes indépendantistes catalans. Ils nous ont facilité tout et vous voyez que nous avons ici un représentant de chaque groupe. Nous avons Mireia Boya, nous avons Laura Borràs, à qui je dois vous dire qu'elle a pris le train en route sans condition aussi hier, je dois vous dire. Et donc nous avons Anna Sourra. Donc vous voyez, c'est des députés du présent Parlement, une députée élue et une diputada de las Cortes d'Espagne, donc pour la CUP, pour Junts per Catalunya et pour Esquerra Republicana de Catalunya. Et nous avons le plaisir d'avoir pour le parti occitan David Grosclaude, qui viendra donc nous parler aussi. Alors, l'organisation de la séance, pour aller un peu maintenant, je vous l'explique pour que vous ayez un peu d'idée, et pour ceux qui sont debout, s'ils veulent se reposer de temps en temps et sortir prendre l'air, vous choisissez ce qu'ils ne veulent pas voir. Alors, on va commencer par 10 minutes d'une petite vidéo qui est sur YouTube, qui est sous-titrée en français. Le but, c'est de faire de la pédagogie pour les Français et qui explique en 10 minutes, très brièvement et parfois pas très précisément, l'histoire de la Catalogne. Après cette vidéo de 10 minutes, nous projetterons une deuxième vidéo qui est sur YouTube depuis quelques jours et qui est en fait le résumé de la séance ou de la journée du 1er octobre du référendum de Catalogne. Ça nous permettra de voir ce qui s'est passé aussi ce jour-là et ça nous permettra d'amener et de nous poser des questions sur l'état actuel de la situation en Catalogne. Nous aurons à ce moment-là la connexion avec le président Carles Puigdemont, qui nous a fait aussi l'honneur, comme les invités que vous voyez ici, de nous accorder, dans la mesure du possible, nous a-t-il dit, d'être en visioconférence parmi nous. Il va nous parler et il a pas mal de choses à faire ce jour-ci. Il y a des gens qui savent qu'il y a beaucoup de choses à résoudre et à faire et à bouger ces jours-ci. Et donc il ne peut pas garantir d'être très longtemps avec nous. Mais grâce aussi à la péritie de Carles Gené qui est venu nous faire la connexion, j'espère et je confie, parce que Carles est très fort, qu'on pourra effectivement se brancher et voir Carles Puigdemont ici dans la salle. Je pense que on introduira après les intervenants, je pense, d'une façon plus claire. On fera une pause après Carles Puigdemont. Nous avons resté un peu d'eau, mais je pense qu'on n'a pas compté autant de monde, donc peut-être il faudra en acheter d'autres, je ne sais pas. Et après, donc, les intervenants vont faire une présentation de
10-15 minutes chacun, et on va ouvrir la salle, on va ouvrir les questions pour les intervenants et on pourra discuter de tout ce qui vous importe. Donc, sans plus d'attente, on va passer à la vidéo de l'histoire. Et nous, on va se mettre là sur una... Está Cataluña. Se sitúa a orillas del Mediterráneo y a los pies de los Pirineos, y cubre una extensión de unos 32.000 kilómetros cuadrados. ¿Quieres que te cuente su proceso histórico? Pues empecemos. Vamos a remontarnos a la prehistoria. En esta época, toda la península está habitada por pueblos íberos, y también la actual Cataluña. Hasta aquí no hay historia diferenciada. Y entonces aparecen los griegos. Estos se están moviendo por todo el Mediterráneo y en el 575 a.C. llegan a la costa catalana. No invaden la zona, pero crean una colonia aquí, Ampurias, para mantener un contacto comercial. Los griegos aportan el cultivo de los cereales, la vid y el olivo, e introducen la moneda. Estamos en el inicio del desarrollo de lo que será Cataluña. 2 siglos más tarde, en el 318 a.C., llegan los romanos. Estos entran por aquí, también por Ampurias, y lo conquistan todo. Y estos permanecieron muchos más años, 7 siglos, y en todo ese tiempo crean nuevas poblaciones, entre ellas Gerunda, Gerona, Barcina, Barcelona, y Tarraco, Tarragona. Construyen vías de comunicación a través de calzadas y puentes, e introducen una nueva lengua, el latín, el idioma origen del catalán. Muchas cosas, ¿no? Llega el siglo V y la decadencia del Imperio Romano. Y fíjate qué pasa por la zona. Primero, vienen los visigodos del norte de Europa. Pasan por Cataluña, pero no se establecen, sino que entran en el resto de la península. 3 siglos después, en el 711, llegan los pueblos árabes. Y ahora, ellos se hacen con casi todo el territorio. Y ves, llegan hasta Cataluña. Incluso pasan por los Pirineos. Por esta zona, que es más accesible. Aquí están los francos. Pues bien, ahora la cosa se pone interesante. Para frenar la expansión de los musulmanes, su emperador Carlomagno manda sus tropas a territorio catalán y libera esta zona de los musulmanes. Crea la llamada Marca Hispánica. Su objetivo es formar una valla para evitar otra expansión. Podría decirse que este es el punto de partida en el que surge una zona con características propias. Pero este hecho tiene una peculiaridad. Te explico, los francos no gobiernan directamente en esta zona, sino que entregan las tierras a unos condes, creándose varios condados. Estos condados, aunque dependientes de los francos, tienen su propio dominio y administración. Como ves, en este momento hay 2 Cataluñas. Esta, Cataluña la Vieja, la de los condados, y esta, Cataluña la Nueva, que todavía es territorio musulmán. En la Vieja suceden varias cosas. Por un lado, los condados establecen progresivamente una mayor interrelación entre ellos, a través de casas miembros de una familia con la otra. Además, esto se centra cada vez más en el condado de Barcelona, que es el predominante. Paralelamente, se van independizando del Imperio Franco, que está debilitándose. Y una cosa más, se consolidan instituciones aún primitivas, llamadas usaches, que recogen costumbres y normas de funcionamiento social propias. Así que ya ves, la sociedad catalana va ganando identidad y estructura social. Llega el siglo XII. Los musulmanes van perdiendo territorio y ahora la península está dividida en reinos. Atento a la jugada. En 1137, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, se casa con la princesa Petronila de Aragón. Así que tanto Aragón como Cataluña se quedan al mando de los mismos monarcas. Pero fíjate, a pesar de esa unión monárquica, cada tierra mantendrá su lengua e instituciones. De ahí en adelante vas a oír hablar del reino de Aragón, pero debes recordar que dentro de ese reino tenemos a Cataluña con total autonomía de gobierno. Y ahora, en esa unión monárquica con Aragón, comienza la época de expansión de Cataluña. Primero, intentará expandirse por el norte del Pirineo, pero no lo consiguen. Luego, en el siglo XIII, con Pedro I el Conquistador, se irán hacia el sur, y ahora sí, logran arrebatar a los musulmanes Baleares y Valencia. Cataluña es ahora una gran potencia marítima y comercial. ¿Te acuerdas de los usaches? Pues estas instituciones primitivas se han ido consolidando y han dado paso primero a 3 grandes instituciones, el Consell de Cens, las Corts Generals y el Consulat del Mar, y luego, en el siglo XIV, a la Generalitat de Cataluña. Y ves, la autogestión catalana se hace cada vez más sólida. La cosa va bien para Cataluña, pero a nivel interno es otra cuestión. Para el siglo XV la sociedad está muy jerarquizada y en esa división están los nobles con poder y privilegios y los campesinos que trabajan para ellos. Los nobles tienen cada vez un trato más abusivo y esto genera grandes tensiones en la población catalana, hasta que los campesinos se levantan contra ellos y se producen varias guerras.
La lucha es inacabable y el rey de entonces acaba mediando entre los dos grupos. Pues mira, en esa mediación el rey libera a los campesinos de la atadura de los nobles y sus abusos, por lo que su condición de vida mejora de alguna manera. No está mal, ¿no? Seguimos con la historia. Para finales del siglo XV el mapa de España ha cambiado y es así. Esta parte seguro que te la sabes. El rey de Aragón, Fernando, y la princesa de Castilla, Isabel, se casan. Y así ambos reinos pasan a tener los mismos monarcas. No son el mismo reino, sino que los dos reinos tienen los mismos monarcas. ¿Qué significa eso? Pues que cada reino mantendrá sus instituciones y su administración. Los nobles catalanes, contentos, porque en Castilla se pagan más impuestos. Y en este siglo, como sabes, Castilla se embarca a las Américas, la descubren y empieza la conquista. Pues bien, Aragón y Cataluña no participan de esa colonización, siguen su propio camino y se centran más en la conquista del Mediterráneo, expandiéndose hasta Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Siglo XVII. Varios países de Europa están metidos en la Guerra de los 30 años. El conde duque de Olivares, digamos que la mano derecha del rey de entonces, para tener mayor fuerza y dinero en esa guerra, quiere centralizar todo. Es decir, que todos los reinos tengan un mismo régimen de gobierno y paguen los mismos impuestos. Los nobles catalanes aceptan la idea, pero en Cataluña la gente del pueblo se rebela ante este hecho, porque supone la pérdida de autonomía en su administración que tantos años llevan defendiendo, y explota. Se produce la famosa Guerra de los Segadores, una dura lucha de 12 años entre el pueblo y la nobleza. ¿Qué sucede? Pues que los señores dan un paso atrás, y por tanto Aragón y Cataluña no queda asimilada por Castilla. Sigue la autoadministración. Por cierto, el himno catalán, el Segadors, proviene de esas guerras. Y ahora llega un momento importante. Siglo XVIII. Como te he ido contando en el vídeo, los catalanes a lo largo de los siglos, y a pesar de los cambios políticos, han ido conservando sus instituciones. Pues ahora lo van a perder todo. Te lo cuento, la Guerra de Sucesión. El rey de entonces muere sin descendencia. Ahora hay dos candidatos para sustituirle, un candidato de la Casa Borbónica y otro de la Casa Austriaca. El primero es mucho más centralista, es decir, con ganas de tener más control sobre todo. Y el otro da más garantías de continuar más o menos como hasta entonces, y por tanto conserva sus instituciones. Así que Cataluña lucha a favor de Austria, y surge la guerra más o menos así. ¿Qué pasa? Pues que el candidato de Austria abandona, y los catalanes pierden la guerra el 11 de septiembre de 1714, con la caída de Barcelona. Como consecuencia de ello, el nuevo monarca borbónico le suprime las instituciones y leyes y prohíbe la lengua. Cataluña pasa a depender totalmente de Madrid. En recuerdo a esta fecha se celebra el Día Nacional de Cataluña. La historia sigue. En el siglo XIX se desarrolla la industrialización en toda Europa. Cataluña crece a nivel comercial, industrial y agrícola, de manera destacada, y por tanto crece su economía. Se reactiva la clase proletaria y popular, y con ello renace, florece una mayor estima de su cultura y lengua. El sentimiento de conciencia nacional despega nuevamente, y surge el catalanismo político. Y entonces llegan las guerras carlistas. A ver, la candidata al trono es la reina Isabel. La ley sálica impide que una mujer herede el trono. Ante esta situación, algunos desean que sea Carlos, el hermano del rey fallecido, quien se convierta en rey. Así surgen tres guerras, carlistas contra isabelinos. Carlos ofrecía mayor garantía de recuperar las instituciones perdidas, y por tanto los catalanes se ponen de su bando. Pero pierden, y por tanto se mantiene la dependencia de Madrid. Atención ahora, porque a pesar del fracaso de las guerras, llega una nueva era, llega la República de España, y con ello vuelve el movimiento de autoafirmación catalana. Durante la República, Cataluña consigue recuperar las instituciones, y en 1932 se aprueba el Estatut de Autonomía, una especie de constitución pero catalana. Esto cambia rápidamente con la llegada de la dictadura de Franco. Como sabes, supuso una época terrible de represión durante 40 años. En este tiempo se prohíben las instituciones y el catalán. Con la muerte del dictador se entra en un periodo de transición y un nuevo estatus político donde se reactivan las instituciones. Vuelven la Generalitat y el Estatut. A lo largo del siglo XXI aumenta progresivamente la sensibilidad e identidad catalana, la crisis económica, los casos de corrupción en el Estado y la percepción de que Cataluña da más dinero a España del que recibe, entre otras razones, hace que vaya creciendo en un gran sector de la población catalana el deseo de ser un país independiente. El 1 de octubre del 2017 se realiza un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña. El gobierno lo considera ilegal e intenta obstaculizarlo con actuación policial.
A pesar de ello, se contabilizan más de 2 millones de votos, y entre ellos, el 90% dice estar a favor de la independencia. Una semana después, el presidente catalán Puigdemont declara Cataluña independiente, e inmediatamente deja suspenso dicha declaración para dar lugar a un escenario de diálogo con el gobierno de Madrid, para decidir sobre el futuro. Hemos llegado a la actualidad. À vous la parole, Monsieur le Président. Bonne tarde, bonsoir à tout le monde. Merci de m'inviter, de m'accueillir malgré que soit dans cette circonstance. Je vous remercie de votre présence, de votre intérêt. J'envoie une salutation à tous les amis catalans, occitans, français qui sont dans la salle. Pour moi, c'est un grand honneur de partager quelques minutes pour aider à expliquer, à faire comprendre quelle est maintenant la situation chez nous en Catalogne. Je vais essayer de faire un résumé avec 5-10 minutes maximum, mais après on aura le temps de discuter un peu. D'abord, il faut dire que notre autogouverne, notre institutions qui sont datées du IVe siècle, sont maintenant, ont été liquidées, annulées par l'État, par le gouvernement espagnol. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les institutions légitimes, historiques, démocratiques des Catalans, que viennent loin de l'histoire, maintenant sont annulées complètement par le gouvernement espagnol. Deuxièmement, le vice-président, le ministre de l'Intérieur et les deux leaders des associations civiles catalanes sont encore en prison. 4 membres du gouvernement et moi-même comme président nous sommes encore en exil en Belgique. Les autres membres du gouvernement ont passé un mois en prison. Il y a presque 700 maires de la Catalogne qui sont persécutés par le procureur général espagnol pour avoir approuvé dans leur mairie un accord de soutien à la déclaration de l'indépendance de la Catalogne. Pour quelles raisons s'est passé? Et bon, parce que tous nous, les parlements, les gouvernements, les autorités, nous avons accompli les programmes électoraux. Les programmes électoraux qui a gagné les élections de 2015. J'insiste avec cette idée de c'est important. On est à l'exil, on est en prison. Annuler nos institutions parce qu'on a fait quelque chose que c'est sacré en démocratie. C'est d'accomplir les contrats avec les citoyens. De faire ce qu'on a promis de faire aux citoyens catalans et qu'ils ont voté de façon libre et démocratique dans les élections de 2015. C'est-à-dire que les mêmes idées que peuvent te porter à être élu président de la Catalogne, ou être vice-président, ou ministre du gouvernement, ou membre du Parlement catalan, ces mêmes idées sont exactement les mêmes que peuvent t'emmener en prison ou en exil. Et que peuvent entraîner, comporter peine de prison entre 25 ou 30 ans. Ça, c'est maintenant une réalité. Ce n'est pas une opinion. C'est la réalité d'aujourd'hui chez nous en Catalogne. Moi, comme président de la Catalogne, mon gouvernement et la majorité parlementaire, nous avons eu un engagement à demander aux Catalans, à nos concitoyens, leur avis, leur opinion sur l'indépendance de la Catalogne. Bref, je me suis engagé à convoquer un référendum. Et on a fait le référendum malgré les énormes difficultés, les énormes
problèmes que nous avons reçus de la part d'un gouvernement, le gouvernement espagnol, qu'on attendait puisse accepter règles du jeu de la démocratie, comme l'ont fait d'ailleurs le gouvernement de Royaume-Uni dans le cadre de l'Écosse. La question que maintenant on doit se poser aujourd'hui est s'il y a un clair engagement de l'État espagnol, du gouvernement espagnol, d'écouter aussi l'opinion des Catalans et surtout de respecter ou non les résultats des choix des Catalans. Avec le gouvernement en exil ou en prison, avec la persécution d'idées politiques et avec une absence absolue de respect de la partie des moyens de communication espagnols, de la majorité d'entre eux, à la pluralité, avec aussi une quantité de ressources économiques mises à disposition de les candidats des partis unionistes. Malgré tout ça, tout a été pensé pour changer la décision des Catalans. Malgré tout ça, voilà que les Catalans, nous avons à nouveau élu en Parlement à une large majorité indépendantiste et on a vaincu l'État autoritaire que insiste, continue à dénier, à parler, même à dialoguer, et qui a annulé toutes nos institutions et qui utilise les codes pénals espagnols pour résoudre des problèmes qui sont politiques. Est-ce qu'on peut accepter dans le sein de l'Union européenne un pays, un État que puisse se mettre en prison ou obligé à l'exil et qui ont accompli leur contrat électoral? Est-ce que c'est possible dans l'Europe d'aujourd'hui? Je dois répondre que oui. Malheureusement, aujourd'hui, à l'Europe de notre temps, du XXIe siècle, et avec le silence de la majorité des États européens qui ont signé la Carte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aujourd'hui, en Espagne, il y a des prisonniers politiques et il y a des élus comme moi-même qui sont menacés d'être détenus si on arrive au Parlement catalan, que c'est l'endroit où mes concitoyens m'ont envoyé, m'ont donné la permission de le représenter. Ça, c'est la réalité de l'Espagne d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on gère ces combats démocratiques pour faire comprendre à tout le monde que le but des Catalans, c'est pas question de l'indépendance en fait, c'est la démocratie. Est-ce qu'en Europe, peut y avoir des citoyens européens comme nous, que nous n'ayons pas le droit de décider notre avenir de façon libre comme nous voudrons? Est-ce que ça c'est possible? On s'est mobilisé de façon massive et pacifique, j'insiste dans le terme pacifique, parce que je ne sais pas combien de vous avez vécu en direct les grandes démonstrations qui ont eu lieu à Barcelone depuis 2012 jusqu'à présent, ou même la grande démonstration à Bruxelles il y a quelques semaines. Dans tous les cas, sans exception, et de façon exemplaire, l'attitude, le comportement de tous les Catalans qui ont participé, qui étaient d'ailleurs peut-être les plus grandes démonstrations de l'histoire moderne de l'Europe, ont eu un comportement complètement pacifique, démocratique et de cohésion sociale absolue. Le 21 décembre,
l'État espagnol nous a convoqués à des élections qu'il a décidé de convoquer. Il a dit, bon, les Catalans se sont trompés dans les élections 2015, malgré qu'il y a eu une grande participation et qu'il y a eu une claire majorité, mais ils se sont trompés. Et comme que le gouvernement espagnol ne lui convient cette réponse des Catalans, il a décidé de convoquer de nouvelles élections. Ça a les droits de le faire, mais ils l'ont fait avec leurs règles du jeu, avec leurs garanties, parce qu'ils étaient convaincus que s'ils faisaient comme ça, avec les candidats à la prison ou en exil, moi-même faisant des meetings à travers de la vidéoconférence comme celle-ci, parce qu'il était convaincu qu'il réussirait de changer la vie des Catalans. Et que finalement, il y aurait cette fameuse majorité silencieuse qui s'exprimerait et que dirait bon, c'est terminé avec tout ça. Et c'est exactement le contraire ce qui s'est passé. Avec tout contre, tout, avec d'énormes difficultés et sans moyens, et avec un clair engagement des appareils de l'État, les appareils publics et les non publics. Les publics et les non publics, que soutiennent les candidats différents du parti constitutionnaliste, le résultat c'est clair. Il y a à nouveau un Parlement à une majorité à faveur de l'indépendance et surtout un Parlement républicain. Une large voix citoyenne pour la République catalane. Alors, on doit se poser la question suivante à nouveau. Et de façon, j'insiste à le faire, avant la ouverture de la législature, je la dirige directement au gouvernement espagnol. Si vous avez convoqué les élections avec vous avez proposé votre garantie, et finalement, avec la plus large participation de l'histoire de la démocratie, la plus large participation, les résultats finalement, c'est qu'il y a eu plus de Catalans que jamais qui ont voté par l'indépendance. Est-ce que vous, M. Rajoy, vous respecterez ces résultats ou non? Est-ce que vous ferez comme vous l'avez fait déjà, ne vous convient, ne vous plaît, vous convoquerez à nouveau les élections? Parce que c'est facile de la situation, c'est d'accepter le résultat. Et les Catalans veulent un Parlement que puisse élire un président, que c'est le même président qui va nommer le même gouvernement que M. Rajoy a cessé, a révoqué. Et donc, est-ce que peut être possible de respecter le résultat, oui ou non, M. Rajoy? Et ça c'est le danger dans lequel se trouve la démocratie espagnole. S'il y a finalement le message à l'Europe que n'importe le résultat des élections, que le gouvernement espagnol peut continuer à appliquer cette suspension de l'autonomie, cette intervention de l'économie du gouvernement catalan, cet empêchement de facto du résultat électoral parce qu'il retient en prison le vice-président, le ministre des autres, et nous oblige à continuer à la Belgique, c'est où exactement la démocratie? Quel est le message que veut lancer l'Espagne démocratique à l'Europe? Que les résultats sont respectables dépend de les résultats, et de l'autre que non. C'est le moment de la situation politique en Catalogne. Je me bats en tant que président légitime, parce que ça a été le Parlement catalan qui m'a nommé et n'a pas été le Parlement catalan qui m'a révoqué mes attributions. J'insiste à travailler. Mon engagement, c'est exactement ceci, c'est de travailler pour défendre la légitimité de notre institution de développement populaire. Je vais retourner avec sûreté et avec toute la légitimité en Catalogne comme président élu en Parlement, président Parlement
que c'est le résultat direct de la volonté des citoyens. Maintenant, aujourd'hui, ça n'est pas possible parce qu'il y a une menace de m'empêcher directement de devenir le président. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on va accepter cette situation en Europe du XXIe siècle? Est-ce qu'on va accepter qu'un peuple comme le catalan, qui est pacifique, qui est démocratique, qui veut partager avec les autres peuples du monde, et bien sûr avec le peuple de l'Espagne, l'avenir en commun, ne puisse s'exprimer et ne puisse décider par lui-même qui doit gérer leur institution. Ça, c'est la situation maintenant en Catalogne. J'espère que vous avez aidé à comprendre un peu plus une situation que je comprends que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de sujets qui appartiennent à la logique constitutionnelle ou antérieure de l'Espagne, que puisse se échapper un peu à l'opinion publique européenne, mais quand même, depuis mon arrivée ici à Bruxelles, je ressens aussi, par contre, le silence des institutions, des structures officielles européennes, je ressens un énorme intérêt citoyen à travers de l'Europe pour ce qui se passe en Catalogne maintenant. Et qu'est-ce qui peut passer? Et ma dernier mot doit être de dire, comme je lui dis depuis toujours, que la solution va venir à travers les tables de la négociation, le dialogue politique, pas à travers du pas à travers le procureur général ou des jugements, va venir à travers de la reconnaissance qu'il y a un problème politique qui doit être réglé de façon politique à la manière dont l'Europe a montré que c'est la plus efficace de régler. C'est pacifique, le dialogue, les accords, faire enfin de la politique. Faire de la politique, ce qui a manqué depuis beaucoup d'années dans le gouvernement espagnol par rapport à ce qui se passe en Catalogne. Merci bien de m'écouter. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces paroles. Je voudrais voir si vous... le désir, le souhait de la salle qui vous sont amenés à une toute première main par cette réunion qui se veut d'échange. Se veut d'échange pour essayer de mieux comprendre par rapport à des Français qui n'ont pas vécu l'histoire espagnole et catalane et qui, pour leur majorité, pensent que l'Espagne est un pays démocratique, avec une constitution démocratique, avec des lois démocratiques, et que donc du coup, j'entends des amis qui disent mais comment peut-on faire des choses contre la Constitution? Alors si vous permettez, vous avez quelques minutes, je voudrais poser déjà une question sur la Constitution. Je l'introduis un peu longuement pour mettre en situation les Français qui ne connaissent pas l'histoire, si vous permettez, excusez-moi d'être long. Tout d'abord, par exemple, le PCC-PSOE parle souvent, surtout à l'approche des élections catalanes, de la possibilité de la modifier, cette Constitution. Madame la ministre Maria Dolores de Cospedal, il y a 3 jours, c'était le 6 janvier, au journal ABC de Madrid, que je pense que vous connaissez tous, à un commentaire du journaliste où il dit « Espagne, Madame la ministre, va fêter les 40 ans de la Constitution en 2018 ». Madame la ministre dit « La Constitution espagnole est un des grands acquis collectifs des dernières décennies que nous, les Espagnols, avons eu. Et nier un de nos grands acquis, attitude très espagnole, est une absurdité.
elle, la Constitution, nous donne une marge de manœuvre d'actuation politique et administrative énorme. Je crois que nous pouvons en profiter. Si jamais il faut faire une réforme de la Constitution, ce sera forcément parce que la société en a besoin et parce que tous, nous serons mis d'accord sur quoi est-elle nécessaire la réforme. Réformer pour réformer ou pour donner solution politique à un parti politique, pour une solution concrète ou pour contenter ceux qui ne vont jamais être contents, serait une erreur énorme. Si jamais il faut modifier les choses, il faut que ce soit pour renforcer notre pays et non pas pour l'affaiblir. Fin de cotation. Plusieurs questions peuvent dégager des appréciations de la Constitution par Madame le ministre. Alors, premier point, est-elle vraiment un acquis collectif? À différence des constitutions sorties de la Révolution populaire, élaborées par le peuple, l'on pourrait croire que la Constitution espagnole a été commandée par le roi, proclamé lui-même chef de l'État par le général Franco, chef d'État sortant, pour lui succéder à sa mort. Alors la question, je vous l'adresse, avez-vous des commentaires pour nous éclairer sur la Constitution espagnole? Est-elle un acquis collectif, comme dit Madame le ministre, et éventuellement sur la différence de perception sur d'autres constitutions, Monsieur le Président? Et bon, je dois d'abord avouer que je ne suis pas un expert dans les constitutions des autres pays européens, et malheureusement, je connais bien la constitution espagnole, pas par ses avantages, mais surtout par ses limites. Et je dois dire qu'il y a quelque chose que ce n'est pas non plus une opinion, c'est un fait. C'est la Constitution aujourd'hui est loin d'être le résultat d'un processus de transition exemplaire, contrairement à l'histoire officielle de la propagande. Parce qu'elle a été rédigée, même votée, dans des conditions que maintenant on sait que n'étaient pas les conditions normales. Parce que la large ombre du franquisme encore la ressentie de la culture, qui fait par exemple qu'on parle, depuis la position espagnole, de l'État espagnol, toujours d'un seul article de la Constitution, cet article que tout le monde connaît à propos de l'unité de l'Espagne, mais oublie complètement des autres articles qui se sont inspirés dans des constitutions démocratiques européennes qui consacrent la liberté comme un droit fondamental de la constitution d'une société démocratique, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de beaucoup de droits que maintenant en Espagne ne sont pas évidents. Ils ne sont pas évidents. Donc il y a des limites claires. Par revanche, est-ce qu'il y a une vague en Espagne qui demande une réforme de la Constitution? Je ne le vois pas par ailleurs. Il n'existe pas. Il y a les partis socialistes qui parlent de temps en temps de la réforme de la Constitution. Mais quand on lui demande avec qui et pour faire quoi, il n'y a pas une réponse claire. Parce qu'avec qui? Donc, les partis populaires, c'est pas du tout d'accord à réformer la Constitution dans le sens minimum que puisse envisager une ouverture, une modernisation. Pas du tout. Avec Ciudadanos, que c'est le parti encore plus radical par rapport à la Catalogne que le Parti populaire, c'est pas évident que le résultat puisse être accepté par la majorité des Catalans. Et donc, avec quel respect pour les minorités va être rédiguer une réforme de la Constitution, parce qu'en fait la position politique de la Catalogne par rapport au conjoint, c'est d'une minorité. Et c'est évident que nous ne pouvons pas orienter ou décider absolument rien de fondamental de la réforme d'une Constitution. Et si vous voulez encore, il y a une autre réflexion à faire. Toutes ces démonstrations dont j'ai parlé auparavant
jamais aucune personne n'a demandé une réforme de la Constitution. Il n'y a pas une demande de la société catalane de la réforme de la Constitution. Même s'il y avait une demande, serait de respecter tous les articles de la Constitution, même 16 articles qui permettent absolument une consultation en Catalogne sur l'indépendance. Parce qu'en fait, ce n'est pas finalement le problème de la littéralité article et c'est le problème de l'interprétation. Qui va interpréter la Constitution? C'est la constitutionnelle que s'est formée par des représentants de partis politiques qui sont au gouvernement en Espagne. Quelle garantie on aura lorsqu'il y a une confrontation de légitimité ou de droit reconnu dans la Constitution même? Ce sera l'arbitre qui a été décidé, qui a été nommé par le gouvernement même. Donc je suis, bref, pessimiste devant le scénario d'une hypothétique réforme constitutionnelle dont ils parlent beaucoup, mais ils n'ont fait jamais de concret. Merci. Maintenant, si on passe de la Constitution, on passe aux entorses qu'on a pu faire à la Constitution espagnole. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais si c'est pas constitutionnel, on doit les mettre en prison. Voilà, si on a fait des choses qui ne sont pas constitutionnelles, c'est normal, ils vont contre la Constitution, donc on doit les mettre en prison. Alors, tout d'abord, vous l'avez expliqué tout à l'heure, le droit d'autodétermination est reconnu dans la Charte des Nations Unies, pour tous les peuples. Deuxièmement, la Constitution espagnole, dans son même préambule, dit que l'objectif de la Constitution est de protéger tous les Espagnols et tous les peuples d'Espagne dans l'exercice des droits de l'homme, de leur culture et de leur tradition, de leur langue et de leurs institutions. Donc ça, c'est la Constitution espagnole. Alors, d'un autre côté, donc on pourrait croire qu'on pouvait effectivement demander un référendum comme vous l'avez demandé, mais l'article 92, je serai rapide, les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens. Le référendum est convoqué par le roi sur la proposition du président du gouvernement avec l'accord préalable du Congrès des députés. Les questions qui sortent après ça, ces préambules, c'est l'exécutif catalan a-t-il fait la demande officielle au président du gouvernement central ou demandé l'accord du Parlement pour tenir un référendum? Et si oui, comment rendre compatible le droit à l'autodétermination et le refus d'un référendum? En quoi le Parlement et le gouvernement catalan ont agi contre la Constitution? Si vous pouvez répéter la dernière partie de votre... La dernière partie. Donc l'exécutif, je vous répète, je sais que c'est un peu long, mais c'est parce que, pour expliquer un peu aux Français aussi. Donc l'exécutif catalan a-t-il fait la demande officielle au président du gouvernement central ou demandé l'accord du Parlement, comme le dit l'article 92 de la Constitution, pour tenir un référendum? Oui. Oui. En fait, on a demandé de façon constitutionnelle la possibilité d'utiliser ce titre de la Constitution pour demander aux Catalans leur avis sur les rapports entre l'Espagne et la Catalogne. Ça a été voté au Parlement espagnol, à rejeter. Même lorsque dans cette législature, le Parlement catalan a approuvé une déclaration en demandant un référendum accordé avec l'État. Moi, je l'ai demandé au Premier ministre Mariano Rajoy. Et il a rejeté complètement, sans parler, même d'emblée. Donc, c'est évident que ce n'est pas un problème de la Constitution. La Constitution prévue pour permettre de faire cette consultation. Il y a un problème de volonté politique, clairement de volonté politique, de ne pas utiliser
la possibilité qu'il y a dans la Constitution pour ce référendum. Et d'ailleurs, ils ont, ils ont utilisé, à notre avis, de façon très intéressée, une confusion entre ce que ne pas la Constitution, ou même ce qui puisse être contraire à la Constitution avec un délit pénal. Il y aurait, du point de vue de la Cour constitutionnelle, des illégalités, mais pas les illégalités sont des délits. Il ne faut pas aller à la prison pour, par exemple, revendiquer la République espagnole. Imaginons-nous qu'il y aurait un jour une majorité de partis politiques espagnols partisans de la République espagnole. La Constitution espagnole n'a aucune prévision de faire possible la République. Ça veut dire que dans les moments qu'une large majorité des élus espagnols républicains puissent proclamer la République, ça veut dire qu'ils seront délinquants, des criminels, et que, parce que ce sera évident que sera hors de la Constitution la possibilité de la proclamation d'une république. Mais si c'était la volonté de la majorité des titres espagnols, est-ce que ça sera un crime? Donc ça c'est la confusion intéressée entre ce qui n'est pas prévu de façon explicite dans la Constitution avec cette persécution de crimes, d'organisation criminelle, de sédition, de rébellion que nous accuse le procureur général. Maintenant, si on se met du côté du gouvernement central, il se veut garant de la Constitution espagnole et du respect de son application avec les statuts, qui sont les lois d'exécution par les différents territoires espagnols. Le statut donne les compétences d'éducation, de finances et d'ordre public, entre autres, au gouvernement catalan. Alors les questions, quand le gouvernement espagnol a envoyé la Guardia Civile pour garantir l'ordre public, a-t-il agi dans le respect de la Constitution, d'après vous? En quoi le gouvernement espagnol a-t-il agi contre la Constitution en relation avec les questions catalanes, d'après vous? Et en fait, il y a même des sentences de la Cour constitutionnelle, la condamnation à la décision du gouvernement espagnol. Il n'y a aucun respect pour la loi organique de l'Statut de la Catalogne de la part du gouvernement espagnol, qui n'a pas aucun problème de justement aller hors de la loi pour obtenir ses résultats. Je vais vous poser un exemple récent de comment le gouvernement espagnol est clairement hors ou même contre la Constitution et ne passe rien. L'amnistie fiscale qui a été approuvée par les partis populaires, qui a évité de recueillir presque 50 milliards d'euros, a été déclaré anticonstitutionnel. Donc le ministre qui a proposé ça est encore au gouvernement. Et donc, si la Constitution, c'est un texte si sacré, aller contre les prévisions que sont dans elle, pourquoi je demande, lorsque c'est le gouvernement espagnol qui se situe hors la même constitution comme dans ces cas, pourquoi ne passe rien? Donc ça nous mène toujours à la même question. Qui est l'arbitre? Dans le main de qui est la justice espagnole maintenant? Je vous conseille de lire le dernier informe, le rapport du Greco, qui a été publié ce mois de janvier 2018. Il y a un rapport de Greco
sur l'Espagne et l'indépendance de la justice espagnole, et vous pourrez comprendre, si vous accédez à ces dossiers, quelle est la réalité que nous avons maintenant. Merci. Justement, par rapport à qui y a dans le lien, ça, il y avait un aspect qui est important pour les Français aussi, qui est important pour les pays démocratiques, c'est l'indépendance de la justice espagnole. Sur la création et l'évolution du tribunal constitutionnel, par exemple, si nous avons bien compris, il s'agit d'un tribunal constitué de membres qui ne seraient pas des juges du ministère de Justice. Il avait un rôle consultatif et il aurait été changé en lui donnant un pouvoir exécutif. Oui, il y a des paroles qui sont demandées, tout. Non, mais oui, mais ce qu'on voulait justement, si vous voulez bien, c'est pour finir la question, parce qu'il va, je pense, couper bientôt, et donc du coup, oui. És aquesta la càmera que em veu? Bona nit, president. Perdoni la interrupció, però és que es veu que aquí a Occitània sopen aviat i com que hem vingut amb la Laura Borràs i l'Anna Surra, doncs ens sap greu que hagin de sopar bastant més tard. A mi em fa molta il·lusió parlar amb tu perquè no ens veiem des del 27 d'octubre i han passat molts mesos i han passat moltes coses i més que n'han de passar. I jo la veritat espero que puguis tornar aviat a casa, perquè si la presó és dura, l'exili també ho és i molt. I a mi m'agrada sempre recordar que n'hi ha 4 a la presó, n'hi ha 5 a l'exili, però els que estan investigats a Catalunya són més de 1.000, entre alcaldes, alcaldesses, els mestres, que és el nou focus de repressió de l'estat espanyol, i és important recordar aquestes xifres quan es parla a Europa. I res més, doncs que espero que veure'l aviat per Barcelona o per Girona o per Lleida, que també estaria bé, i res més, fins aviat. On peut passer peut-être, si vous voulez, Monsieur le Président, à une dernière question. Ils ont faim, mais pas assez comme pour couper. Vous voyez, si vous pouvez nous accorder plus de moments. Bon. Il y a des invités. Et moi, j'avais. Il y a des invités quand même. Il y a des invités pour après. Je ne vous comprends pas. Non? Oui. Bon. La dernière question, c'était comment pensez-vous que la France pourrait aider à la résolution du conflit catalan au vu de son passé très récent? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement français? Voilà. Il ne va pas demander comment chaque gouvernement européen doit agir. Je dois respecter toujours leur indépendance, mais moi, en tant que président de la Catalogne, et aussi comme citoyen européen, moi ce que j'attends, j'espère, de toutes les institutions, de tous les pays européens qui ont signé les droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est un respect par la démocratie. Je uniquement demande de que soient les résultats des élections, de les respecter, demander à tous les acteurs de l'Europe, un État, des institutions ou des régions, le respect de règles de jeu de la démocratie fondamentale, que c'est la décision des citoyens. En fait, peut-être, j'oserais demander que l'État espagnol puisse attirer une leçon de la façon d'agir du gouvernement, par exemple français, dans le cas de la Corse.
parce que finalement, il n'est pas nié la réalité. Il y a eu un résultat et ils ont commencé à parler. Ça, c'est ce qu'on demande de l'Espagne, du gouvernement espagnol, de reconnaître qu'il y a un résultat, qu'il y a une réalité, et de commencer à parler avec cette réalité, de se rapporter avec cette réalité. Et c'est ça que j'espère de tous les gouvernements européens, de toutes les institutions, d'être absolument engagés dans les règles du jeu fondamental de l'Union européenne, de la démocratie. C'est le résultat de la décision des citoyens. Et la décision des Catalans a été claire. Ils ont rejeté l'article 155 de la Constitution. Ils ont rejeté l'intervention de notre gouvernement. Ils ont rejeté la suppression de notre autonomie et de notre gouvernement. Et donc, il faut demander dans tous les coins de l'Europe le respect dans l'État membre d'Espagne de la règle du jeu de la démocratie. Merci. Bona nit a tots els occitans, bonsoir à tous les Français. Et merci beaucoup de m'avoir invité ici. Comme c'est tard, je vais essayer d'aller un peu plus vite que prévu. Et je vais vous exposer seulement 3 idées par rapport aux paroles du président que vous venez d'écouter. Il a dit ça peut seulement finir avec le dialogue, avec la négociation, assise autour d'une table de négociation avec l'État espagnol. Et nous, depuis la CUP, je suis député de la CUP, encore pour quelques jours, après j'abandonne le Parlement de la Catalogne, et on se demande, après 8 années d'essayer de dialoguer avec l'État espagnol, 8 années, depuis 2010, sans aucune réponse, personne à l'autre côté du téléphone, personne à l'autre côté de la table avec qui veut le gouvernement de la Catalogne dialoguer. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que le président est en train de dire que peut-être Mariano Rajoy va se réveiller demain matin, il va dire « Ah oui, je n'ai pas parlé avec les Catalans, je n'ai rien voulu savoir de Catalans depuis 8 années, aujourd'hui c'est le jour. » Et moi, je serais très contente parce que ce n'est pas nous qu'on ne veut pas dialoguer, mais le dialogue avec un État qui vient directement du franquisme, sont les fils et les grands-fils de ceux qui avaient le pouvoir pendant la dictature franquiste. Ceux qui gouvernent maintenant, c'est les mêmes familles. Regardez les noms de familles, ils sont les mêmes qui étaient en train de tuer, assassiner, torturer aux républicains espagnols. Plusieurs républicains, ils sont venus ici et je suis sûr qu'il y a des descendants de fils qui sont dans cette salle. C'est les mêmes gens. Ils ne dialoguent pas, ils ne dialogueront jamais. Et en plus, dialoguer sur quoi? Parce que si on doit renoncer au référendum du 1er octobre, renoncer au droit de l'autodétermination, renoncer au droit de décider, nous, on ne veut pas dialoguer sur ça. On veut dialoguer sur comment on fait pour respecter la décision qui a été prise par plus de 2 millions de Catalans et de Catalanes. C'est sur ça le seul thème, sujet de débat. Et comment on ne croit pas que le dialogue soit possible, et nous, on pose sur la table 2 stratégies. La première, résistance, parce qu'on n'a pas une autre option. Soit on abandonne, soit on rentre chez nous, soit on renonce à nos droits, soit on renonce à la démocratie, soit
on accepte qu'on ait une autonomie, qu'on ne peut pas décider, que nos libertés sont coupées, ou soit on résiste, on continue et on commence à bâtir la République qu'on a proclamée le 27 octobre. On a deux choix. Le peuple de Catalogne a deux choix. Renoncer, abjurer, renoncer des principes, à une vie de liberté, ou continuer, résister, persister et recommencer à bâtir cette République. Et comment les... Excusez-nous, on a un problème. Donc, on sait que dans la salle, il y a des gens d'un groupe d'extrême droite qui s'appelle la Ligue du Midi. Donc ici, ce genre de débat est un débat pour des gens qui défendent la République, la démocratie, les droits fondamentaux. Donc, nous demandons à ces militants d'extrême droite de quitter la salle tranquillement, et voilà. Accélérer les choses. Bien, nous leur demandons réellement de quitter la salle sans tarder. Nous ne débattons pas avec les gens d'extrême droite qui sont contre toutes les valeurs fondamentales que nous défendons et pour lesquelles nous luttons. Des nostalgiques du franquisme ou autres n'ont rien à faire dans cette salle. Nous demandons... Bien. On n'est pas ici pour régler vos comptes. On n'est pas ici pour régler vos comptes. On est venu ici pour un débat sur la Catalogne. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous aussi, bon, je ne les connais pas. Je ne les défends pas. Mais ils étaient calmes. Bien. Mais on gère aussi une situation. Bien. Voilà. Donc on va pouvoir reprendre sereinement notre débat et notre discussion sur les enjeux en Catalogne et l'avenir de ce peuple. Merci, merci, vous pouvez partir. On est ici pour un débat sur la Catalogne. La démocratie. Et pour faire un appel au peuple français, au peuple occitan, pour lui demander de l'aide. Catalans, oui, les Catalans qui sont venus jusqu'ici, excusez-moi, c'est vrai. On vient ici pour vous demander de l'aide. Moi, je ne crois pas que M. Macron va appeler M. Mariano Rajoy pour lui dire assis-toi avec le président Puigdemont. Ça ne va pas arriver. Parce que les États sont les États. Et l'Union européenne, c'est un club d'États. Mais l'Europe, c'est le peuple. L'Europe, c'est les gens. Et ça, c'est les valeurs de l'Europe que l'Union européenne a oubliées, a négligé complètement. Donc,
Ce qu'on vous demande, c'est d'en parler avec vos voisins, avec vos élus locaux, même avec vos députés. Tout ce que vous avez vu dans les vidéos, tout ce que vous écouterez aujourd'hui assis, transmettez-les, dénoncez la situation de vulnération des droits de démocratie qu'il y a en Catalogne et aidez-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélia. Pour continuer, je pense que la soirée est excellente. Tout le monde, je pense, profite de cette soirée. Et nous allons en profiter très positivement tous. Alors, il faut un minimum d'ordre pour pouvoir en profiter, je pense. Donc, on avait vu, donc Mireille a déjà exposé. Les autres intervenants vont exposer. Après, il y aura l'ouverture des questions, un temps de questions, vous pouvez poser comme vous voulez. Les familiaux, les personnes politiques, tout ça, on sait, mais on peut le commenter après, si vous voulez bien. Et comme ça, on continue dans la joie de cette réunion. Merci. Alors, moi, comme le président a parlé en nom de Junts per Catalunya, c'est notre candidature, je seulement voudrais dire comme deux mots sur pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on est en train de faire. C'est bien clair que ce n'est pas une question de frontières, ce n'est pas une question de passeport. On veut tout simplement avoir les outils pour être nous-mêmes, pour gérer nos problèmes. Et alors, on doit se mettre à cette question. Pourquoi les Catalans veulent cette indépendance? L'indépendance d'un pays qui souffre de catalanophobie. Ça, c'est une maladie qui a l'État espagnol. Catalanophobie. Et alors, cette catalanophobie travaille de manière institutionnelle pour aller contre les intérêts de la Catalogne, de tous les Catalans, même s'ils soient ou ils ne soient pas indépendantistes. On pourrait offrir des réponses à cette question. Pourquoi est-ce qu'on veut l'indépendance? Raison de maturité démocratique que l'État espagnol n'a pas pu jusqu'à maintenant démontrer. On pourrait parler des raisons en relation aux services qu'on paye, qu'on ne reçoit pas, à l'inversion qu'on doit faire de façon privée parce que l'État ne fait pas des inversions sur les ports, sur l'aéroport, sur le corridor méditerranéen. On pourrait faire beaucoup de réponses de nature économique. On pourrait aussi donner des raisons de persécution linguistique et culturelle systématique. On vient de vivre des épisodes aux réseaux sociaux avec Zara ou Starbucks, des multinationaux, ou bien simplement on pourrait dire que tout gouvernement a le droit d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Mais j'aimerais bien répondre à cette question en disant, et pourquoi pas? On ne voudrait pas l'indépendance de notre pays de la même manière que ceux qui sont devenus indépendants ne souhaitent pas de l'être. D'accord au tribunal de droit humain de La Haye, en 2010, quand il y a une collision entre la légitimité constitutionnelle et la volonté démocratique, ce qui devrait prévaloir, ça serait la volonté démocratique. Et ça, c'est ce qui se passe maintenant en Catalogne. Et il y a plus de 80% des Catalans qui veulent voter au 1er octobre, comme vous avez vu dans le documentaire, parce qu'avant d'être indépendantiste ou républicain, on est démocrate. Et c'est une question de démocratie en ce moment-là. Et l'État espagnol a un déficit démocratique bien évident qui nous empêche de faire une consultation, qui nous empêche de faire un référendum, qui nous empêche même de dialoguer comme maintenant Mireia vient de nous expliquer. Alors cette négation se traduit en une négation absolue de notre droit à l'indépendance. Est-ce que ça se peut supporter encore au XXIe siècle?
Desmond Tutu nous a rappelé, et il faut l'avoir présent maintenant, en ces moments de violence extrême de l'État espagnol sur la Catalogne, avec députés élus qui sont emprisonnés ou exilés sans être même jugés, avec de leaders civils aussi emprisonnés. Desmond Tutu disait, "If you are neutral in a situation of injustice, you've chosen the side of the oppressor." S'il vous plaît, Occitans, Français, Catalans, ne choisissez pas le droit de l'oppresseur. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, moi je suis Ana Surra, et je suis de la Esquerra Republicana de Catalunya. Et comme ça a été, j'ai pensé parler de pas mal de choses, mais enfin, comme la discussion a été un peu, la réunion est un peu longue, je vais résumer deux choses. Ce qui nous intéresse, je remercie beaucoup à tout le monde qui est venu pour connaître notre situation. Nous sommes venus ici pour que le peuple français sache et comprenne quelle est vraiment notre situation. Et pour ça, je voudrais démonter deux ces schémas qui nous mettent comme que nous les savons que ce n'est pas du tout comme ça. Et premièrement, le processus, c'est un processus qui est à Catalogne depuis des années et ça va continuer encore malheureusement. Longtemps, ça va dépendre aussi de nous et de vous. Et c'est un processus, et la Catalogne, comme vous avez vu dans les filmations, c'est une nation sans État propre. Et ça, c'est les déterminantes pour que ce soit une autodétermination, notre lutte, c'est que nous avons non seulement une langue différente, sinon que nous avons une culture différente, une histoire différente et une tradition différente. Ça aussi, vous l'avez pu voir, apprécier dans la deuxième vidéo. Et c'est pour ça que nous demandons, nous voulons un État propre. Que ce soit notre nation, comme tout le monde, et ça c'est reconnu dans les Nations Unies et dans tous les partis de gauche, même je suppose que dans toute la France, soutiennent, parce que j'ai vécu ici et je sais, ils soutiennent la lutte de tous les peuples du monde qui luttent pour leur autodétermination. La Catalogne, c'est un processus d'autodétermination. Il y a deux choses que je aussi voudrais démonter, que c'est nous ne sommes pas nationalistes. On nous dit on est nationaliste, on nous compare à tous les nationalismes qu'il y a un peu partout dans le monde, y compris au nord de l'Europe, et ils nous balancent toute la bibliographie qu'il y a sur le nationalisme, et ce n'est pas du tout ce qui passe en Catalogne. Nous sommes des républicains. Nous voulons avec un État monarchique et nous voulons avoir, si vous avez vu la question qu'on a posée au peuple le 9 novembre, c'était, vous voulez que la première question c'était, vous voulez que Catalogne se sépare, oui ou non? Et si vous dites oui, vous avez deux possibilités, que ce soit avec un État indépendant ou non. Ça c'était la première question. Ça a gagné évidemment, nous voulions nous séparer et que ce soit en état indépendant. Mais le 1er octobre, la question était plus claire encore. C'était, vous voulez que la Catalogne devienne un État indépendant en forme de république, et les gens, par 90% de ceux qui ont allé voter, malgré tous les tabassements de la police, ont voté que si. Donc, nous voulons une république. Ça, c'est clair. Alors, parce que si, on nous balance avec toute la bibliographie du nationalisme et nous ne sommes pas. Et autre chose, nous ne sommes pas une région antisolidaire. Parfois, il nous ressemble à l'Italie, dès qu'il y a un parti qui gagne plus, qui ne veut pas comparer les autres, ou même vous pensez que ça fonctionne comme en Allemagne. En Allemagne, il y en a qui a une région qui cotise plus et reçoit un moins, mais comme ça. C'est-à-dire, la différence est comme ça. Il y en a d'autres régions qui reçoivent plus, qui cotisent. Il y en a un qui cotise plus et qui reçoit moins. Il y en a d'autres qui cotisent moins et reçoivent plus.
Mais à l'année d'après, ça change les schémas. Pourquoi? Parce que les régions qui ont reçu plus, ils ont utilisé cet argent pour investir, pour donner du travail, pour que ça fonctionne mieux. Alors ça leur permet l'année d'après d'être dans les régions qui cotisent plus pour que l'autre, ailleurs, puisse passer le même processus. Ce n'est pas du tout ce qui passe en Espagne. En Espagne, premièrement, les régions ne cotisent pas. Ce qui cotise comme les impôts proviennent du revenu du travail, les impôts ne viennent pas du revenu du capital, sinon du travail. Alors, ce qui cotise en Catalogne, se cotise par classe sociale. Alors, ce sont les ouvriers, les professionnels, les travailleurs indépendants, les petits et moyens entrepreneurs. Bref, les classes ouvrières et les classes moyennes sont ceux qui cotisent en Catalogne. Parce que nous savons très bien que la haute bourgeoisie et les grandes fortunes essayent de ne jamais cotiser, d'évadir des impôts, et en plus, comme ce n'est pas déclaré dans des travaux, donc ils ne cotisent pas. Alors ça, il faut le tenir bien clair. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des régions en Espagne, par exemple, sauf les Pays Basques, qui ont des revenus différents. C'est eux qui prennent l'argent et après ils les donnent à l'État, les services que l'État leur donne. Et Navarra, la plupart, et surtout le sud de l'Espagne, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, mettons l'exemple de... comment ça s'appelle? L'Andalousie, qui s'est gouvernée il y a 30 ans. Il y a 30 ans, qui s'est gouvernée par le Parti socialiste ouvrier espagnol. L'Andalousie, il y a les 50% du territoire de l'Andalousie qui est productible, c'est-à-dire qu'on peut faire une production, que personne ne travaille là-dedans. Et qui est en même de 2% de la population, qui sont des aristocrates, comment ça s'appelle? La duquesa de Alba et tout ça. Alors, les terres, ils sont là et personne ne fait rien avec ces terres. Non? Alors, il y a 40% de chômeurs. Ces chômeurs, ils touchent de l'État, mais non pas des 2% qui maintiennent de l'aristocratie ni la bourgeoisie. C'est des revenus généraux. Donc, on peut dire, à grosso modo, que les impôts qui proviennent des travailleurs de Catalogne vont, non pas pour ces travailleurs, mais je veux dire, pour maintenir une situation que la haute bourgeoisie, l'aristocratie de ces régions-là ne fait rien pour changer. Et que ça fait des années que ça dure. La Catalogne paye comme ça et reçoit comme ça parce que jamais il reçoit une route entre les trains. À l'été, ils s'arrêtent partout, les trains qui amènent les gens à travailler. Ce n'est pas les trains pour aller se promener ou voyager des touristes. Les trains qui amènent les gens pour aller travailler s'arrêtent tous les jours. Parce qu'il y a des années qu'il n'y a pas d'inversion de l'État. Donc, en plus, les impôts qui vont de ces travailleurs vont à l'État central qui maintient la corruption, que c'est énorme, c'est des chiffres déjà absolument incroyables. Tous les partis populaires tous les membres des partis populaires sont mis dans des cas de corruption, y compris que les font soulever des juges qui sont à leur parti. C'est-à-dire, si les juges seraient à notre parti, bueno. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, notre argent va pour ça ou pour faire des choses improductives. Qu'est-ce qu'ils font? Dans leur patelin où ils sont des vôtres, il y a 3 personnes, 2 voitures, et ils font construire une route avec l'argent de nous, notre argent. Il faut construire une route, pourquoi? Parce qu'il faut être bien avec les gens qui après ils vont les voter. Alors ils font une invention d'une étude de marché, que c'est une empresa à eux, donc ils le payent, y compris chez le football là, c'est tous ces entreprises-là, les responsables de ces entreprises sont toujours au palco du Real Madrid. C'est comme ça, si on veut une photo du palco du Real Madrid, ils sont tous là. Alors, ils font une étude de marché, il y a une entreprise qui touche de l'argent. Il dit qu'il passe 10 000 voitures par jour, alors ils construisent, ils donnent l'autorisation de construire. Ils construisent la route avec notre argent. Et après, quand il passe 2 voitures, il dit ah, ben, je construis ça pour qu'il passe pas mal de voitures. Comme il ne passe pas, il faut m'indemniser moi
Parce que c'était pas prévu qu'il passait moins de voitures. Alors, encore de l'argent. Alors, tous ces gens-là, les professionnels que j'ai dit, la classe ouvrière et la classe moyenne, ils ont ras-le-bol en Catalogne. Ras-le-bol de que tous ces impôts ne reviennent pas, que nos routes, nous devons les payer avec un autre argent, c'est-à-dire qu'ils nous prêtent avec des impôts, qui nous prêtent avec des impôts et que nous sommes obligés de mettre des péages. À Catalogne, c'est le seul endroit où il y a pas mal de péages. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les routes qu'on a besoin, parce que l'État ne nous donne jamais. Alors ça, c'est la question de la solidarité. Ce n'est pas une question de solidarité. On est les imbéciles de l'Espagne parce que nous payons et on ne reçoit rien du tout. Alors, question d'antisolidaire, on n'est pas antisolidaire. Parce que s'il faut être solidaire, là il y a des explications en France de Daniel Cohn-Bendit qui dit ils ne sont pas solidaires, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas du tout comme ça. Et en plus, il faut être solidaire avec les pauvres, il faut être solidaire avec les pauvres qui viennent des réfugiés, qui traversent la Méditerranée, que c'est à moi, la Méditerranée, c'est là qu'ils sont les pauvres. Et la Catalogne a eu la manifestation la plus grande du monde pour recevoir ces réfugiés-là. Ça a été une manifestation que moi, jamais vue dans ma vie. Alors, ces schémas, je crois que après cette nuit-là, vous n'allez pas répéter ailleurs. On n'est pas nationaliste et on n'est pas antisolidaire. Ça, je crois que c'est clair. Et les gens qui payent ces impôts et qui sont au ras-le-bol, c'est les gens qui soutiennent l'indépendance. Parce que vous disiez comment ça fait qu'il y a tellement de gens qui soutiennent. Voilà. Parce que nous représentons ces gens-là. Et ça, c'est un mouvement qui c'est comme une vague. C'est construit avec tous les petits gouttes d'eau qui ils prennent force parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre et qui commencent à se soulever et commencent à avancer vers la côte. Et tous les partis politiques et les gens qui ont essayé d'arrêter la vague, ils se sont noyés parce que la vague est passée dessus. Nos trois partis sont les seuls qui restent parce qu'ils sont bien sûr surfés sur la vague, parce qu'ils écoutent les petites gouttes d'eau que nous sommes. Et nous sommes des petits d'eau. Moi, par exemple, je suis uruguayenne. Ça fait 12 ans que je suis entrée en Europe comme immigrée à Barcelone. Et pourquoi je suis maintenant députée? Parce que les gens, les immigrés qui représentent 20% de la population actuellement à Catalogne, 1 800 000 personnes, seulement pourront tenir une issue si vient la République, et seulement les dirigeants de la République et les gens en Catalogne nous tiennent comme des personnes égales, et en plus, c'est pour ça que nous sommes là, et en plus, nous travaillons côte à côte pour les revendications de tous les travailleurs. C'est pour ça que nous sommes des travailleurs. Et les dirigeants indépendantistes, ils ont dit toujours que la Catalogne avait 6 millions d'habitants et depuis 10-15 ans est passée à avoir 7 millions et demi parce qu'il y a 1,5 million d'immigrés qui sont venus pour essayer de donner un coup de main pour que notre société soit tous les jours meilleure. Et ça, si vous voyez les entours, si vous voyez l'extrême droite et tout le monde qui parle contre les immigrés, comment nous serions dehors d'un mouvement, d'un pays et d'un mouvement et des gens qui nous tiennent comme des égaux. Ça, c'est une. Et je vais dire pour finir que moi j'étais travailleuse. J'ai vécu en France pendant 10 ans parce que j'étais réfugiée politique, parce que je suis sortie de l'Uruguay, j'ai passé au Chili, j'ai pris les coups d'État au Chili. Et en France, je suis venue de 75 à 85. Et en France, j'ai milité à la CGT des services publics, que c'était où j'ai travaillé, et à la CGT des cheminots de Paris Nord. Et je vais vous dire toujours parce que je suis avec les travailleurs. Et donc, et pour les droits des femmes aussi, j'ai travaillé dans des organisations pour les droits des femmes. Et c'est ça qui m'a amené à me mettre à côté des travailleurs catalans et des classes populaires catalanes. Et c'est la meilleure carte de présentation que les mouvements viennent d'en bas, en haut, et non à l'envers. Et que c'est un mouvement qui vaut la peine à soutenir. Et c'est un mouvement que nous souhaitons maintenant que les peuples d'Europe nous soutiennent et qui oblige, comme l'a dit la copine,
à leur gouvernement et à leurs représentants pour qu'ils nous aident, pour qu'ils n'arrêtent pas de regarder pour les côtés, ils regardent ce qui passe en Catalogne et qu'ils nous soutiennent. Merci beaucoup. Pas facile de parler après ça et d'être le seul homme de la tribune. Et là, parmi les invités. Ça prouve qu'on progresse. Je pourrais vous faire un peu dans la nostalgie, puisque je représente le Parti Occitan et l'Alliance Libre Européenne, mais en tant qu'occitaniste, je pourrais vous faire dans la nostalgie, vous parler de 1213, de la bataille de Muret. Je pourrais vous dire qu'on va fêter la mort de Simon de Montfort cette année, 800 ans. C'est une femme qui paraît lui envoyer un caillou un peu lourd et il est tombé. Je pourrais vous dire aussi qu'on est deux Occitans à la tribune, puisque Mireille elle est aranaise et que la Catalogne est le seul, j'allais dire le seul État, mais je vais un peu vite, au monde où l'Occitan est officiel. Eh oui. Oui, parce que chez nous, je vous rappelle que chez nous, ça n'est pas envisageable. C'est ce qu'a dit la ministre l'autre jour quand elle est allée en Corse à propos de la langue corse et de sa co-officialité. Donc chez nous, ça n'est même pas envisageable. Ça veut dire qu'ils n'osent même pas y penser alors que nous on y pense. Mais eux, ils n'osent pas y penser. Donc bienvenue au pays des droits de l'homme et au pays de l'humanisme à usage externe. C'est-à-dire que on s'intéresse aux droits de l'homme quand c'est exotique, quand ça a un petit parfum exotique. Vous n'êtes pas suffisamment exotique, vous n'êtes pas suffisamment loin pour considérer que les droits de l'homme en Catalogne sont de l'usage externe. Nous allons donc vous considérer comme des gens tout à fait normaux, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à vous plier à la règle de l'Europe des États. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe est inacceptable, que ces 4 chaises soient vides. C'est inacceptable pour nous qui sommes des voisins. Que la démocratie aille mal chez nos voisins augure très mal de sa santé dans la maison commune qu'est l'Europe. Et aujourd'hui, que Junqueras, que Forli, que les Jordi soient en prison, pour les démocrates occitans que nous sommes, pour les démocrates européens que nous sommes, c'est inacceptable. Chez nous, il y a des gens qui l'acceptent et qui ont du pouvoir. Alors, je ne parle pas du club des 27 au niveau européen. J'ai envie de leur dire, de paraphraser un homme qu'on a entendu tout à l'heure, j'ai envie de leur dire Aici majestats europeas, non. Ça, on ne veut pas. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est une Europe des peuples. C'est quelque chose qui vient d'en bas, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais, quand ça vient d'en bas, et qu'en haut on nous dit ce que nous a dit le gouvernement français, ce que nous ont dit d'autres gouvernements européens, soutien total à Rajoy. Très bien. Mais on n'est pas obligé, quand on est un élu local, d'accepter cette logique-là. Moi, je me demande pourquoi ce silence terrible de tous les parlementaires des régions occitanes et de tous les élus locaux. Il y a peu, on allait se faire photographier aux côtés de Junqueras de Puigdemont. Aujourd'hui, on ne leur envoie même pas une lettre pour leur donner un soutien. Et ça, c'est pas normal. Donc j'appelle les élus, conseillers municipaux, maires, etc. à simplement poser des questions. Je ne leur demande pas de prendre position pour l'indépendance, ce n'est pas mon affaire l'indépendance. Je ne suis pas catalan, je n'ai pas à dire aux Catalans, faites la République et faites l'indépendance. Moi j'ai juste à dire que les conditions du débat soient organisées parce que nous sommes en Europe, que c'est notre maison et qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils ont à dire. J'étais le 1er octobre à Barcelone, j'ai vu comment ça s'est passé, j'étais ému. J'étais ému de voir qu'on se battait pour aller voter, alors que chez nous, on se bat pour ne pas y aller. Autre chose qui devrait nous choquer, ça nous rappelle peut-être le temps où il y avait un certain Sicard de Marvejols, qui était un troubadour il y a très longtemps, qui a fait un très beau poème, qui se termine par une allusion à la corruption. Et oui, il dit que l'argent mal gagné, ça ne fait jamais les bonnes affaires. Visiblement, de l'autre côté, ce n'est pas toujours le cas. Mais ce qu'on devrait aujourd'hui bien comprendre de cette époque-là, et ce qui m'a choqué,
quand j'ai écouté moi les informations, je les écoute, excusez-moi, je les écoute par Télé 13 et Catalunya Radio, c'est peut-être très mal, mais j'écoute les infos et je les écoute même par la télévision basque et même par la télévision espagnole. J'ai eu l'impression qu'on demandait à des gens d'abjurer. Vous serez libérés si vous abjurez votre indépendantisme et votre républicanisme. On ne leur demande pas de payer des fautes, mais de dire que la terre n'est plus ronde. Et ça, c'est inacceptable. Que l'Europe accepte cette forme de justice, ça n'est pas acceptable. Et je voudrais terminer en vous disant que, évidemment qu'on a des liens particuliers, nous les Occitans, avec les Catalans, ne serait-ce que géographiques. On ne peut pas accepter ce qui se passe sans broncher. J'ai été élu d'une région occitane. J'ai travaillé avec les Catalans dans le cadre de la Comunitat de Treball dos Pirineus. On se rencontrait, on travaillait ensemble. Et aujourd'hui, quoi? Aujourd'hui, on n'est plus dans la même zone de droit. On ne serait plus en Europe. Ce qui s'est passé avec la Catalogne, pour nous, et je vous le dis à vous, Catalans, vous avez réveillé quelque chose, un débat important sur l'Europe. Vous allez peut-être nous aider à faire que cette Europe que nous ne voulons plus soit différente. Alors aidez-nous, mais surtout, si vous devenez un État, ne rentrez pas dans le club, ne nous oubliez pas. Parce qu'aujourd'hui, le seul homme politique qui vous a soutenu correctement et publiquement, il s'appelle Gilles Simeoni. Et croyez-moi, les jours qui l'attendent ne vont pas être faciles, nous en sommes certains. Mais nous avons du travail à faire ensemble. Et je terminerai parce que le matin où j'étais à Barcelone, dans ma tête, comme dans la tête de beaucoup de gens, c'était la chanson chantée par Maria del Mar Bonet, « Que volen aquesta gent », quand je voyais passer la Guardia Civile. Et aujourd'hui, dans ma tête résonne la chanson que chante Luisiac, « Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà, que no creiem en les fronteres, si darrere hi ha un company, amb les mans esteses, etc., volem ser per caminar i caminem per poder ser. A la vegada, caminem junts, a masses, tots els masses catalans i occitans i pensi que podran canviar l'Europa. Merci. Bon, vous voyez la chance que nous avons d'avoir les 4 invités que vous avez pu entendre en présence physique sur cette salle. Alors, la salle peut poser des questions. Je vois une main. Je demanderai à ceux qui posent des questions qu'ils se présentent, qu'ils disent donc ça sera après, j'aime d'avoir oublié, qu'ils disent qui c'est qu'ils sont, et je voudrais, si vous est possible, que vous expliquiez pourquoi vous êtes là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonne nuit. Je viens de l'autre côté, de la Catalogne du Sud. Je fais plus de 200 km. Je m'appelle Jordi Vila. Et je viens de lire que, excusez-moi, mon accent parisien, mais c'est je viens de lire Internet qui a publié le journal Le Mundo, que c'est de droite. Franchement. Désolé, je le dirai en catalan parce que je ne sais pas traduire. Le ministère de l'Intérieur espagnol, dirigé par Monsieur le ministre de l'Intérieur, Juan Ignacio Zoido, en coopération avec l'État français, ils ont avancé que le président Carles Puigdemont, si lui se déplace à Montpellier, il sera pris en prison immédiatement. Mais qu'est-ce que ça passe? On est en liberté. On est en république. No hi ha llibertat. Hi ha dictadura. Hi ha dictadura. Très bien, merci. Vous voulez un autre commentaire? Vous voulez finir un autre commentaire? J'aime, Adriana. Voilà. Si tu peux
Moi, je la connais bien. J'aime Pardon, ils ont pas. Ouais. On peut partager ce sentiment pleinement. Je voudrais donc que ceux qui interviennent nous disent le nom et pourquoi ils sont venus, si c'est possible, brièvement. Je m'appelle Nourana Labèbre, je suis née en France à cause de l'exil de mes grands-parents, puisqu'ils ont fui en janvier 1939. Mon grand-père était premier secrétaire de Frances Macià et Louis Compagne. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Si je comprends bien, Angel, merci pour l'organisation. Cette réunion a pour but de nous aider, nous les Catalans, et vous venez jusque-là pour ça, à informer les Français, n'est-ce pas? Alors je voulais vous dire que c'est ce que nous faisons à longueur de journée, nous les Catalans français, nous essayons d'informer le peuple de France le plus simplement, le plus objectivement et avec la parole la plus vraie possible. Nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas. La France est un pays trop centralisé. La France est le pays qui a inventé la question des pays centralisés. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Les membres de nos familles qui sont pourtant à gauche, qui sont pourtant de fervents défenseurs de la République, nous répondent que c'est une question de drapeau, que c'est une question de manque de solidarité, que c'est une question de nationalisme, que c'est une question de manque de générosité. Comment pouvons-nous faire pour arriver à sensibiliser le peuple de France? Nous n'y arrivons pas. Ma seconde question est beaucoup plus pratique. Est-ce que Carlos Puigdemont, de là où il est aujourd'hui, arrive à établir des liens, arrive à établir un dialogue avec les autres chefs d'État européens et avec les responsables de l'Europe? La réponse, lundi. Merci beaucoup parce qu'on a besoin de tous de nous aider réciproquement. Alors, merci pour faire cette mission d'expliquer ce qui se passe en Catalogne aussi ici en France. Mais sur la question du drapeau, des frontières, de manque de solidarité, c'est comme un mantra qu'ils vont répéter une fois, une autre. Mais ça c'est absolument, c'est pas vrai du tout, c'est faux. Parce que, imagine, je vais donner seulement un chiffre économiquement. Vous savez qu'en Europe, il y a 272 régions. La Catalogne est la région qui occuperait dans la liste le numéro 58. Si on attend à la production de produits intérieurs bruts, c'est-à-dire la capacité de générer la richesse. Mais si on atteint au index de progrès social, que c'est la façon de faire une calculation qui nous permet de voir comment on est capable de générer retour dans notre société en forme de culture, d'éducation, de services sociaux, d'infrastructures, de tout ça, on descend au numéro 165. Ça veut dire qu'on est solidaire, on l'a été toujours et on veut continuer de l'être. Par exemple, il y a une autre question, c'est sociale. À la télévision catalane, que c'est beaucoup dangereux et ils ont envie de la fermer. On fait chaque Noël une récollecte qu'on appelle la marathon. On est une partie de la population espagnole bien petite en relation à l'Espagne. Chaque année, l'argent qu'on est capable de donner pour qu'il va être destiné à l'investigation, aux hôpitaux, beaucoup à l'université et tout ça, est 3 ou 4 fois supérieur à ce qu'ils font dans l'État espagnol, dans tout l'État espagnol. Alors, quand ils vous disent que c'est une question de solidarité, c'est pas vrai, absolument pas vrai. Anna avait expliqué avant cette question de la solidarité, mais il faut savoir pourquoi ils répètent ça comme un mantra, parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments. Et nous offrons la réalité et nous offrons comment
les chiffres, bien sûr, parce que c'est pas maintenant de donner les chiffres, mais comment on veut gérer ce qu'on produit et ce qu'on veut donner à la population, à toute la population qui habite en Catalogne. Anna avait parlé de l'extraordinaire population d'immigrants qu'on a. Et pourquoi ça? Parce qu'on est un peuple qui accueille. On est un peuple généreux. Alors, quand ils vous disent ces choses, ce genre de choses sur la Catalogne, disait que directement c'est faux. Moi, je dirais, imaginons, moi je ne suis pas catalane, je suis occitane. Imaginons qu'on ne parle pas de la Catalogne, qu'on parle par exemple de la France, et que c'est un samedi où beaucoup de monde, des centaines, des milliers de personnes sortent dans la rue pour demander plus de droits sociaux. Et que ce jour-là, la police française, la gendarmerie, agit avec violence et provoque 1044 blessés. 1044 personnes blessées, donc un monsieur, un jeune qui a perdu son œil parce qu'ils ont utilisé des boules de caoutchouc qui étaient interdites en Espagne. En Catalogne. En Catalogne, pardon. Imaginez qu'on est en France et que ça se passe. Imaginons aussi que l'Assemblée nationale française, non, le Parlement régionaux, ils sont ici en Occitanie, ils sont en train d'approuver, mettons, une trentaine de lois progressistes de gauche, des trucs comme le changement climatique, des revenus pour les familles qui n'ont pas d'argent, la pauvreté énergétique, tous des trucs sociaux. 34 lois annulées par les tribunaux espagnols. On ne peut pas faire absolument rien au Parlement de la Catalogne. Ou imaginez le modèle de l'école française, qui est aussi publique, laïque, non, religieuse, et que vous enseignez un modèle d'éducation universelle pour tout le monde y peut accéder, les enseignants, donc ils font bien son travail. Donc imaginez que du coup, il y a des gens qui veulent qu'on ne puisse pas apprendre le catalan à l'école, que les enseignants ils disent qu'ils sont en train d'adoctriner ces élèves, non, de créer de nouveaux indépendantistes, et que pour ça, tous ces enseignants, ils sont dénoncés par délit de haine, et qui sont amenés aux tribunaux, et qui payent des amendes, et qui peut-être iront en prison pour parler avec ces élèves et créer des élèves qui savent comment opiner sur les choses de la vie. Ou imaginez que vous travaillez dans une radio, une télévision publique, et qu'un jour, vous ne pouvez plus utiliser les mots président légitime ou vice-président légitime. Ou même que vous vous promenez par la rue et vous ne pouvez pas utiliser les jaunes. La couleur jaune, c'était interdite pendant les élections, les dernières élections en Catalogne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Imaginez que ça, c'est la France. Imaginez qu'en France, on ne peut pas mettre des affiches dans les balcons de mairies, par exemple, avec des paroles comme démocratie ou liberté, qui ont été élevées. Est-ce que ça c'est imaginable ici en France? Est-ce qu'on peut permettre que ça se passe avec vos voisins du Sud? C'est ça les questions qu'il faut poser à vos voisins ici pour dire que ce n'est pas une question de drapeau, c'est une question de droits et de liberté. La question sur la capacité qu'on a à expliquer la situation est extrêmement complexe. D'abord, j'ai été frappé du peu de réaction quand Rajoy a menacé de maîtriser les médias publics catalans. Je n'ai pas entendu de protestation. Moi, j'étais journaliste pendant 25 ans, ça m'a profondément choqué. Je sais que d'autres journalistes ont été choqués, mais c'est extrêmement grave, rien que d'y avoir pensé.
C'est-à-dire que cette idée traîne dans la tête d'un responsable politique. S'il il en rêve la nuit mais qu'il n'en parle à personne, c'est pas gênant. Et à partir du moment où il commence à dire qu'il va l'appliquer et que personne ne réagit ni en Europe ni dans la profession, ou fort peu de gens, ça c'est extrêmement grave. Et en ce qui concerne la France, j'ai pas envie du tout de stigmatiser les journalistes parce qu'on a la presse qu'on mérite, hein, et les journalistes qu'on mérite en général, et il y a beaucoup plus d'autocensure en réalité que de censure. Mais c'est ça, c'est la culture. Et aujourd'hui, pour faire comprendre ce que Mireille explique, c'est très difficile. Comment faire comprendre qu'un pouvoir n'est pas assujetti à un autre? Que le pouvoir central n'est pas le chef du pouvoir autonomique? Ça n'est pas compréhensible en France, vu qu'on a la culture de la suggestion depuis des années, qu'on a tripatouillé les régions il y a 2-3 ans sans que personne ne dise rien, qu'on leur a enlevé quasiment tous les pouvoirs, que les budgets de nos régions sont ridicules et que même si on voulait s'amuser à vouloir voter quelque chose sur un sujet intéressant dans une région, on n'a pas les moyens de l'appliquer et en plus de ça, on n'a pas les compétences. Alors aller expliquer une culture politique totalement étrangère à une opinion publique, surtout quand elle considère, en fait, moi je l'ai entendu comme vous, comment mon fils est allé étudier à Barcelone et on l'oblige à écouter les cours en catalan. J'ai entendu un élu me demander, et alors, ils vont avoir l'indépendance et on ne pourra plus parler espagnol à Barcelone. Mais vous voyez un peu où on en est. Bon. Donc, on a un problème de diffusion de la réalité, qui est une réalité beaucoup plus commune que ce que nous croyons. Les Français sont une exception, pensent être le centre du monde et avoir le meilleur système. Et aujourd'hui, effectivement, quand vous leur dites à Barcelone, on sera peut-être en République catalane, mais pas en Espagne, eh bien, les réactions, moi j'ai entendu des réactions des gens me dire, et alors ils veulent casser l'Espagne. Mais casser l'Espagne, je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas de mort, où on n'a tué personne, et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de violence, je ne vois pas où est le problème. Mais il y a du sacré, il y a une vision du sacré. Et quand on est d'un pays comme le nôtre, qui élit un président de la République qui a 10 fois plus de pouvoir que votre roi, et dont on parle beaucoup plus, et qui a beaucoup plus de pouvoir, et qui est sans doute beaucoup plus adulé que votre roi, mais vous voyez, notre problème, il est culturel aussi. Hein. Il est sacrément grave. Donc, il va falloir être pédagogue et patient. Bonsoir, je m'appelle Ramon, je suis catalan, si je connais quelque chose, donc catalan internationaliste, je me considère. J'habite à Béziers, et après ce que j'ai vu le 1er octobre dans mon petit village, un village de 1000 habitants, et ils sont arrivés sans policiers, donc on a été quand même un peu étonnés. J'ai senti le besoin, quand je suis arrivé en France, de communiquer, d'essayer d'expliquer pareil ce qu'on a vécu et pourquoi c'était une injustice. Surtout après avoir écouté les médias français. Juste dire que ça a été très dur, juste après le 1er octobre. Moi, ouais, je me sens victime, même si ce n'est pas physique, parce que moi, je n'étais pas touché. On parle des victimes physiques, mais il y a toutes les victimes psychologiques de ce qu'on a vu. Moi, désolé, mais peut-être dans les premières semaines, tu te sens victime. Et donc, tu arrives en France, tu mets la radio que tu écoutes tous les jours, France Inter, France Culture, et tout ça, la version française, franchement, tu ne te sens pas accueilli, tu ne te sens pas un espace où tu puisses sentir ta douleur. Voilà. Donc, à partir de ça, on a créé un blog avec Michel à Béziers, Situation catalane, la situation blogspot.com. Bon, à partir de ces vers, vous trouverez ça, etc. Donc ça, c'est pourquoi je suis aujourd'hui ici, parce que Béziers me suis déplacé. Et après, je voulais juste continuer l'idée d'Anna sur démonter des préjugés, non? Ça s'appelle en français, des préjugés. Un autre préjugé que je pense que c'est intéressant de parler, c'est l'Espagne. Les gens qui attendent encore, moi aussi je l'attendais longtemps, une Espagne différente. Aujourd'hui, l'Espagne, le Congrès espagnol, tout ce qu'il a fait, le 155 et tout ça, c'est pas une majorité absolue du PP. Le Congrès espagnol actuel, il a une
super minorité du PP, quand même avec l'aide de Ciudadanos, ce n'est pas une majorité. Après, il y a un PSOE. Donc, non, juste dire que même avec cette fragilité de l'Espagne, je ne comprends pas comment c'est possible qu'un PSOE qui parle de faire les choses autrement, un Podemos, ils ne sont pas capables de poser une motion de censure à Rajoy. Il faut que Podemos, PSOE, plus après, je ne sais pas, les Basques plus les Catalans, il faut faire tomber le gouvernement espagnol. Il faut convoquer des élections en Espagne. Comment c'est possible? Voilà. Donc, et il y a ce préjugé qu'il faut faire tomber une Espagne différente. Franchement, c'est difficile. Je voulais poser une question à Mireille surtout. C'est qu'est-ce que tu en penses du papier de rôle de Podemos en Espagne et Podemos en Catalogne? Alors, Podemos plus toute Barcelone en commun, tout l'espace Podemos en Catalogne et en Espagne. Et juste pour finir, la deuxième idée, la deuxième idée à faire tomber, en fait, peut-être les Français pour avoir envie de faire tomber. Moi, c'est une idée qui a tombé. Oui, juste dire, une idée qui m'est tombée dans mon cas, c'est à moi. Avec le 1er octobre, je pense que la plupart des Catalans, on attendait de l'aide internationale, un marque juridique juste et démocratique en Europe. Ça a tombé. Et juste faire le lien, une fois il a tombé, j'ai fait le lien, après je me suis dit quand même on a été un peu naïf. Je me suis souvenu de la Grèce. La Grèce, il y a quelques années, démocratiquement, il a décidé de ne pas payer en dette illégitime et l'Union européenne, il a tombé dessus. Avec les réfugiés, la plupart des citoyens, ils avaient envie d'accueillir l'Union européenne, il a envoyé les réfugiés en Turquie. Moi, je sens qu'aujourd'hui, nous, face à cette Union européenne qui a rejeté les réfugiés, qui a rejeté la démocratie grecque, et donc c'est là que je fais un appel en France. On a une troisième opportunité de répondre à cette Union européenne qui n'écoute pas. Voilà. Merci. Il n'a pas eu besoin d'autres votes. Mais si, il a eu le soutien aussi de Ciudadanos et du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, que comme dit mon camarade Gabriel Rufián, il y a 2 lettres de plus dans ce sigle, les socialistes et l'ouvrier, parce que ça fait longtemps. Alors, au point de vue des élections, ce n'est pas par les élections qui pourront changer les choses en Espagne, c'est mon avis. Les élections sont la possibilité, par exemple, des 132 députés qu'il y a, les PP, les partis populaires, il y en a 20 qui sortent sans aucun voix. Pourquoi je te dis ça? Par exemple, je mets un exemple. En Catalan, qui a 500 habitants qui sont du PP, qui votent en majorité du PP, a un député pour être une région et un autre député pour être une province. Donc 500 personnes votent 2 députés. Nous sommes votés 600 000 personnes et on n'a que 9 députés, y compris dans la première législature que j'ai eue, Izquierda Unida, la gauche unifiée, il y a eu 1 200 000 votes, il n'y a eu que 2 députés. Donc, l'organisation des élections en Espagne, ça ne représentait pas la représentation réelle des gens en Espagne. Donc, de ce côté-là, tu peux y aller, que c'est un système organisé pour qu'ils gagnent une fois les PP, une autre fois les partis socialistes ouvriers espagnols. Ils sont tous dans le même patelin parce qu'aux autres, ils arrivent la même chose. Ça, c'est question des choses. Par rapport à la gauche, je vais te dire, il faut aussi démystifier faire tomber notre mythe. Qui est la gauche? Qu'est-ce que c'est que la gauche? La gauche, c'est le Parti socialiste ouvrier espagnol qui en Andalousie gouverne avec la plus haute corruption, pareil que le PP dans la région qui commande, et qui sont ils sont la anti-catalanophobie, ils sont la catalanophobie parce que, bien sûr, comme je vais expliquer tout à l'heure, les chômeurs ils sont payés par nos travailleurs. Donc, ça, il faut savoir à quelle gauche on veut unifier pour gagner quoi.
par rapport à Podemos. Pour moi, Podemos est une organisation, par rapport à ceux qui votent, ceux qui proposent une organisation, un parti centriste. Parce que ni c'est de gauche, ni de droite, ni indépendant, ni avec les 155. Ni avec le roi, ni avec la République. Avec quoi il est? Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Alors comment tu peux dire que c'est de gauche? Parce qu'il y a certains qui vont aux manifestations, parce qu'eux ils disent qu'ils sont issus du mouvement du 15e. Le mouvement 15e, justement, il n'y a aucune organisation qui peut s'approprier ces mouvements, parce que justement, c'était le contraire d'avoir une organisation. C'était les gens qui voulaient bouger tout seuls. Donc personne ne peut s'approprier de ça. Et surtout, maintenant, qu'est-ce qu'il propose pour la Catalogne? Il propose faire un référendum pacté. Pacté avec qui? Qui on va pacter avec nous si les autres ne veulent pas? Donc, dire qu'il demande un référendum pacté, ça veut dire que c'est dire, bon, en football, hein, on balance les ballons vers les mains et que tout le monde court et on verra qu'est-ce qui se passe. Mais ce n'est pas une solution pour la Catalogne et moins pour aujourd'hui. Et je laisse la partie à Mireille. Non, mais je pense que tu as donné la réponse déjà avec Podemos. Non. Surtout les Français, nous voulons qu'ils posent des questions. Bonsoir, Daniel. Je suis aussi fils de réfugiés espagnols, catalans. Et à ce titre, j'ai bénéficié du droit de récupérer la nationalité espagnole. J'ai donc voté aux dernières élections en Espagne et aussi en Catalogne. Pourquoi je suis intéressé à ce sujet. Je voulais revenir sur le regard qu'on porte en France et en Europe sur le problème, sur l'indépendance en Catalogne. Et il me semble que la grande peur des États, mais aussi des gens, de tout le monde, c'est l'effet tache d'huile. Chez nous, on a des mouvements régionalistes, nos amis occitans, les Corses qui revendiquent les Bretons, etc., Et donc je pense que la grande peur, c'est que l'indépendance Catalogne puisse faire tache d'huile. Et si les Catalans sont pacifiques et n'ont jamais posé de bombes, ailleurs, les régionalismes, même si en Catalogne on ne peut pas faire d'amalgame avec le nationalisme, ailleurs ça se fait aussi.